Où l'on voit, écoute, boit, mange, danse, rencontre, critique, intrigue, débat. Donc ce sont des histoires de laboratoire. Des entreprises d'éphémères peuvent se transformer en ateliers d'avenir. Ce sont des fabriques d'imaginaire, on le sait, ça c'est la parole aux artistes. Mais elles peuvent être aussi des fabriques des politiques culturelles nationales et territoriales. Pas toutes seules, avec les lieux intermédiaires, mais aussi tous les établissements artistiques, de toutes catégories, labellisés ou non, les structures d'action culturelle de toute taille, celles qui relèvent notamment de l'économie sociale et solidaire, qui ont résolu d'affronter sans esquive la problématique des droits culturels pour dépasser le clivage entre politique de l'offre et politique de la demande. Clivage qui relève du cliché, à mon avis. Le défunt Dragan Klaic, qui dirigeait, qui avait fondé l'European Festival Research Project, avait l'habitude de dire, par provocation, Festival Jungle, Policy Desert. La jungle des festivals appelle le désert des politiques. Non, les solutions seront multiples. Elles seront diversifiées, territorialisées et même personnalisées. Elles ne passeront pas par un pass, fut-il ouvert à tous les âges. Mais leur mise en œuvre réclame certes des crédits, mais aussi peut-être et avant tout des méthodes de coopération entre acteurs à l'échelle régionale. Une élaboration partagée, un pari sur l'expérimentation, une attention à la différence, une défense de la liberté de programmation artistique menacée parfois au lendemain des élections, on le voit ici ou là, par des élus qui ont sinon des volontés de censure, en tout cas des velléités de contrôle, mais aussi, il faut bien le dire, une censure par le bas, qui émane de groupes de pression, communautaires ou non, et de réseaux sociaux. Et puis aussi, évidemment, une attention à la différence, une confiance vis-à-vis des élus de terrain et des forces vives des réseaux professionnels. Une société en souffrance mérite peut-être un effort collectif pour retrouver le goût de la fête, fête des sens alliés à l'intelligence. Et donc on va discuter maintenant, parce que le cœur aussi de cet après-midi, c'est cette discussion que nous pouvons avoir ici, mais aussi avec ceux qui sont au-delà. Je rappelle qu'il y a un chat qui nous permettra de reprendre certaines des remarques, des questions qui vont donc venir d'ailleurs que dans cette salle de la Fabrica, mais évidemment tous ceux qui sont ici et toutes celles qui sont ici ont la possibilité de poser des questions. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle et je vais inviter donc les membres de cette discussion. Ils sont tous de la, et elles sont toutes de la DGCA, vous la connaissez, cette Direction Générale de la Création Artistique du ministère. Laurent Binoget, donc spécialiste de la question de la danse, Sophie Zeller du théâtre, Dominique Muller pour la musique, Sylviane Carso-Gildry qui est directrice générale, et puis également le préfet Gilles-Henri Garot, si vous voulez bien venir ici. On a annoncé votre présence et votre venue ici même, et il sera utile que vous serez utile pour pouvoir répondre en particulier aux questions liées à cette fameuse circulaire Collomb, dont on parlera sûrement à un moment ou à un autre, mais aussi à la question de la sécurité sanitaire pour les spectacles. Alors je voudrais tout de suite demander à ceux ou celles qui sont dans la salle s'il y a tout de suite des questions, et on va vous faire passer un micro très rapidement pour que vous puissiez... Oui, allez-y. Alors attendez, vous êtes à quel numéro, s'il vous plaît? Vous me brandissez le numéro 17. Non, non, mais c'est surtout les... Voilà, numéro 4, pardon. Allez-y, on vous donne le micro. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle donc Stéphane Biamont. Je suis chef d'orchestre de variété, donc je suis un artiste musicien, administrateur d'une page qui s'appelle Vol Spectacle pour le réseau social, et représentant d'un collectif festival qu'on a créé le 15 juin dernier, quand on a reçu des annulations unilatérales de la part de nos employeurs, puisque je suis chef d'orchestre salarié et je représente et mandaté par des musiciens. On anime donc des fêtes de village, donc j'ai parlé un peu de la culture populaire. Des artistes comme Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel ont commencé dans ce métier-là et ils sont des gens que vous savez. Et ce qui se passe, c'est que voilà, nos employeurs à nous, ce sont des associations. Je crois qu'ici est présent M. Arnaud Ténos de la FNCOF, qui est la Fédération Nationale des Comités des Fêtes de France. Donc et des collectivités territoriales, donc les mairies aussi, sont nos employeurs. J'ai une question simple. Alors, ça serait super, je sais que Madame la Ministre l'a eu, puisque j'ai reçu une lettre annotée, elle a répondu au député de l'Hérault, puisque Madame Patricia Mirales, avec qui on a organisé avec le collectif des réunions comme celle-ci dès le 15 juin. Et j'ai un dossier complet à remettre à qui, je ne sais pas, mais qui permet de synthétiser
et qui a synthétisé tout ce que je viens d'entendre jusqu'à maintenant, le rapport du sociologue, et de toute la présentation que vous avez faite. On a fait la même, puisque nous aussi, on arrive du Moyen-Âge, les orchestres de bal, puisqu'on fait danser les gens. Et pour reprendre une citation de Jean-Jacques Goldman, c'était son dernier album, bien plus qu'à l'opéra, les musiciens de bal la touchent. Ma seule question est là, Madame la Ministre et Monsieur Mesdames. Que faire des contrats de travail qu'on a signés avec des collectivités territoriales qui ont annulé de façon unilatérale et qui refusent de payer nos salaires, comme le Code du travail l'impose, l'article L1243-4 du Code du travail. Elles ne sont pas éligibles au chômage partiel. Alors que devons-nous faire, puisque on a plein de contrats et pas de salaires qui ont été annulés et qui sont payés? Que pouvez-vous faire? Qu'est-ce qu'on va faire donc pour ces contrats de 2020, puisque nous sommes en négociation, et surtout en 2021? Qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'elles veulent nous re-signer dans un an? Comment on fait pour manger jusque-là? Merci beaucoup pour cette question. Peut-être Dominique Muller, vous pouvez répondre à cette question? Ah oui, ça fait partie des questions difficiles, mais il faut y répondre aussi. C'est bon, il faut y aller. Alors sur cette première question, effectivement, je pense qu'à mon avis, il y a plusieurs situations dans une question qui paraît très simple, celle que vous posez du lien entre les collectivités territoriales et puis les contrats qu'elles doivent engager. Je pense que ça recouvre énormément de champs divers. Vous vous souvenez peut-être que le ministère de la Culture, et ça a été dit tout à l'heure, s'est engagé à honorer les subventions, et de nombreuses collectivités, on peut dire quasiment la plupart, ont suivi et ont travaillé avec le ministère de la Culture pour accompagner les structures malgré la crise. Alors, ensuite, il y a la question que vous évoquez sur celle des balles. Vous savez qu'on travaille aussi avec le GIP Café Culture sur une expérimentation en Bretagne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le GIP Café Culture, c'est une structure qui permet d'accompagner aujourd'hui les bars et les lieux de restauration dans l'emploi culturel, pas uniquement sur la musique, sur l'ensemble du champ du spectacle vivant. Et nous avons mené avec la région Bretagne, dès le mois de juillet, une expérimentation sur ce qu'on appelle les lieux de proximité. Donc on va tirer les conclusions de cette première expérience avec les collectivités, puisque la chance de ce GIP, c'est un vrai partenariat entre l'État et l'ensemble des collectivités, de la ville au département et à la région. Et nous pourrons, à l'issue de cette expérimentation, voir si ça peut être étendu ou pas, parce que ça pose de nombreuses conséquences. Mais c'est une des réponses possibles en tout cas, mais je pense qu'il y en a d'autres. Sylviane Sarceau-Gilry. Oui, alors effectivement, cette situation que vous décrivez, malheureusement, elle existe aussi, des contrats qui ne sont pas honorés. Vous évoquez souvent, donc là, des employeurs qui sont ce qu'on appelle les employeurs occasionnels du spectacle et qui relèvent du guichet unique et qui souvent peuvent être des petites collectivités qui n'ont pas non plus forcément de moyens. En tout cas, si effectivement vous n'arrivez pas à obtenir le paiement de ces contrats, qui souvent ne sont pas signés, qui sont plus des engagements, des promesses de travail, nous avons mis en place, pour vraiment en cas de difficulté ultime, un fonds qui est géré par audience et qui permet effectivement, c'est une solution qui n'équivaut pas au paiement des salaires, mais qui permet, dans les cas où les contrats n'ont pas été honorés, de pouvoir accéder à une allocation, une aide forfaitaire. Merci pour ces réponses. Une autre question. On passe le micro, c'est 5. Pour ceux que ça intrigue, c'est juste pour que les caméras puissent se braquer sur la personne qui parle. Voilà. Bonjour, je suis Jérôme Tréorel, le directeur général du Festival des Vieilles Charrues. Merci déjà pour ces temps d'échange et de parole qu'on peut avoir ensemble, je pense que c'est important. Effectivement, chaque année, un festival, on doit se réinventer pour bien évidemment faire en sorte que le public vienne dans nos événements. La billetterie est la source principale des revenus d'un organisateur. Et l'ensemble des sujets qui vont être évoqués dans les 2 jours sont effectivement ceux qui nous motivent et qui nous animent pour organiser et monter nos événements. Aujourd'hui, depuis mars dernier, on est quand même dans une situation de détresse, de grande incertitude. On n'a pas de visibilité encore. Il y a plusieurs bonnes nouvelles qui ont été annoncées, notamment des aides, qu'il serait possible d'avoir des précisions sur les différentes aides qui sont mises en place ou vont être mises en place, que je pense que tout le monde n'a pas forcément les informations, et quelles en seront surtout les modalités, les critères et les délais. Et des délais notamment qui sont un peu urgents pour certains, mais peut-être aussi des modalités et des critères de prendre en compte aussi que certains festivals n'ont pas de subvention, sont peut-être davantage en difficulté, notamment des festivals associatifs. Et enfin, on a parlé de la crise qui continue, avec de nouvelles mesures qui se sont durcies,
Nos festivals auront lieu dans quelques mois, l'organisation doit démarrer aujourd'hui. On sait que le chômage partiel doit s'arrêter pour notre secteur, notamment le 31 décembre. Et je pense qu'il serait important de commencer à travailler, à envisager la prolongation, parce que ce n'est pas forcément une évidence qu'on puisse redémarrer rapidement et avec l'ensemble de nos équipes. Merci. Merci pour cette question. Qui veut répondre primo sur la question? Ah, Madame la Ministre, on va vous faire passer un micro. Merci. Les aides sont évidemment de nature très diverse. Elles sont de nature générale et certaines viennent d'être précisées par le ministre des Finances il y a 48 heures. C'est donc la poursuite du chômage partiel au taux de 100% dans le secteur culturel. C'était très attendu et nous verrons au fur et à mesure de l'avancée de la crise, de son déroulement, de son évolution, s'il convient de poursuivre ce chômage partiel autant que de besoin. Et le secteur de la culture bénéficiera toujours de ce taux majoré du chômage partiel. Le deuxième élément, c'est les fonds de solidarité pour les entreprises qui ont été portés de 1 500 € mensuels à 10 000 € mensuels. C'est le deuxième élément des mesures généralistes. Enfin, une troisième inquiétude qui se faisait jour, c'était la sortie des prêts garantis par l'État, parce que si la crise continue, les différents opérateurs étaient dans l'inquiétude d'avoir à rembourser ces prêts garantis par l'État. Le ministre des Finances a donc annoncé qu'il y avait la possibilité d'une poursuite de ces prêts de la durée d'amortissement sur 6 ans, avec un taux bonifié par l'État, enfin pris en compte en partie par l'État, qui fera que les taux seraient entre 0 et 0,5%, c'est-à-dire quasiment sans intérêt. Donc ça, ce sont les mesures générales qui vont continuer. Le régime de l'intermittence, vous le savez, est garanti jusqu'au 31 août prochain. Nous verrons, là encore, s'il convient de poursuivre ce régime. Je signale que le régime de l'intermittence est donc amélioré non seulement sur le plan de la durée, mais sur le plan qualitatif, puisque la recherche des droits à l'intermittence n'est pas recherchée sur l'année précédente, mais sur les 2 années précédentes pour obtenir le nombre d'heures nécessaires, et que de plus, les heures d'enseignement, qui ont le droit de prendre en compte jusqu'à 70 heures des heures d'enseignement, ont été portées à 140 heures, et là aussi majorées pour les techniciens de plus de 50 ans. Voilà donc des mesures générales, bien que l'intermittence soit des mesures plus particulières au secteur culturel. Bien entendu, toutes sortes d'autres mesures sont à l'œuvre, des mesures sectorielles qui relèvent à la fois de mesures qui sont comprises tout de suite, comme par exemple les 100 millions d'euros d'aide à la billetterie pour permettre d'atteindre le seuil de rentabilité d'un certain nombre de manifestations, des mesures qui relèvent du projet de loi de finances, et puis des mesures globales qui relèvent du plan de relance et qui vont donc s'étaler sur l'année 21-22 et qui servent non seulement en mesure d'urgence, mais en mesure de restructuration de certains secteurs. C'est par exemple les 200 millions d'euros qui ont été affectés au secteur de la musique. Alors, bien entendu, on a un opérateur, le CNM, que vous connaissez, qui structure aussi les aides, ou les 165 millions qui ont été attribués au CNC, au Centre National du Cinéma, avec la double mission d'aider les opérateurs, mais aussi de les projeter dans l'avenir. On essaie de faire du cousu humain, parce que je sais bien que dans ce secteur de la culture, qui est extrêmement différent, extrêmement parcellisé, il peut toujours y avoir des trous dans la raquette. Et on essaie de réagir au cas par cas. C'est l'exemple qui s'est présenté, par exemple, puisque Jacques Toubon est là, président de la FEVIS, avec les ensembles, avec les orchestres, qui ne pouvaient pas émarger à cette prise en compte du différentiel de billetterie pour arriver au seuil de rentabilité. On a créé une ligne de 2 millions d'euros pour pallier tout ce qui peut être, c'est ce que j'appelle vulgairement les trous dans la raquette, mais j'essaie de trouver un meilleur terme, je ne le trouve pas, je crois qu'il parle à tout le monde.
Moi, je suis extrêmement disposé à ce qu'on fasse vraiment ce bout humain et que chacun puisse dire, écoutez, là, il y a des dispositifs généraux, mais là, ça marche dans notre secteur, il y a peut-être 10 personnes, 20 personnes, 10 structures, mais ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est comme ça que je veux agir. Avoir des dispositifs généraux et des dispositifs ciblés. Merci Madame la Ministre. J'en profite pour ajouter une question qui ne viendra pas de la salle, mais qui vient d'ailleurs. Quelqu'un nous pose cette question qui est fort intéressante puisqu'elle parle des savoir-faire. En pleine saison de festival, nous sommes souvent en pénurie de techniciens pour sortir la tête de l'eau de nos techniciens qualifiés, la plupart intermittents. L'année blanche jusqu'en août 2021 était une bonne idée, mais nous sommes en octobre et les techniciens ne peuvent toujours pas travailler. Certains vont peut-être devoir changer de profession. Comment maintenir notre main-d'œuvre, c'est-à-dire comment maintenir les savoir-faire au-delà d'une période extrêmement délicate qui est celle de 2020-2021 ? Est-ce que quelqu'un ou quelqu'un d'entre vous a une réponse sur cette question technique de ces savoir-faire techniciens qui pourraient disparaître si la période dure trop longtemps? Sylviane Tasso-Gilry. Alors, effectivement, il n'y a pas une réponse, parce que quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, effectivement. Et c'est pour ça que, comme vient de le dire Madame la Ministre, par exemple, on a accru le nombre d'heures possibles d'intervention en matière de formation pour permettre d'enseignement, je veux dire, de tout ce qui permet d'avoir des activités qui ne sont pas à proprement parler des activités de production de travail, mais de transmission, de formation. Donc c'est une manière de permettre d'avoir quand même un débouché. On est aussi attentif parce que l'année blanche, c'est évidemment un dispositif très important et qui était vital pour ce secteur. Pour autant, il peut poser d'autres problèmes très concrets d'ouverture de droits. Et donc, on est en train de travailler notamment pour la formation, pour s'assurer de l'ouverture des droits à la formation, puisque ces temps où on ne peut pas travailler peuvent être des temps de formation, de mise à niveau des compétences. Donc voilà, c'est le type de réponse que l'on cherche, tout en sachant que tous nos efforts, on vient d'évoquer les dispositifs amortisseurs, ceux qui permettent d'éviter les disparitions d'entreprises, d'activités, de venir en aide aux différentes catégories professionnelles, mais que tous nos efforts sont tournés vers la reprise d'activité et vers l'activité. Bien entendu, l'objectif, c'est de travailler et c'est de permettre aux entreprises, aux artistes, aux techniciens de travailler. C'est tout l'objet du plan de relance. Merci beaucoup. Une question 6, et puis ensuite 8 au-dessus. 6, monsieur. Oui, bonjour, je suis Philippe Gauthier du syndicat des musiciens et musiciennes de CGT. Je suis très satisfait de voir que les questions sociales viennent immédiatement très très fort dans ce débat. Et je voudrais apporter un éclairage un peu complémentaire par rapport à ce qui se dit. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand l'activité s'est arrêtée, on a dit eh bien, le plus urgent c'est l'assurance chômage et on a abouti à l'année blanche. Et maintenant on se retrouve avec des gens qui sont sans travailler, pour beaucoup d'entre eux, depuis plus de 6 mois, et c'est très long. Et donc les droits, il n'y a pas que l'assurance chômage, les droits tombent les uns après les autres. Par exemple, on vient de parler de formation professionnelle pour les techniciens avec les avancées technologiques, un métier pour lequel il faut se former de manière tout à fait continue. Et ce qu'on voit, c'est que les gens n'ont pas travaillé, donc les conditions pour ouvrir des droits et accéder à la formation professionnelle, eh bien, ils ne les remplissent pas. Puis deuxièmement, comme il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu de cotisation, et les fonds de la formation professionnelle sont aussi en train de se raréfier. Rapidement, un deuxième exemple, on a des gens qui sont malades, comme tout le monde, qui attrapent le Covid, il y a les tests avec la CPAM, etc. Et les gens reçoivent un mail, reçoivent un SMS de la CPAM, comme tout le monde connaît ça en ce moment. Et c'est dit, mettez-vous en arrêt pour 5 jours, pour 7 jours. Mais les gens, les intermittents, ils n'ont pas travaillé depuis 6 mois. Donc, ils n'ont pas d'heure pour ouvrir un droit à l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on a en fait, alors que dans un premier temps, on avait une première vague de dégâts sociaux qu'il fallait régler d'urgence avec la question de l'assurance chômage des intermittents, eh bien ici, on est maintenant à l'automne dans un deuxième temps et dans des difficultés qui s'accumulent, et c'est l'ensemble des droits sociaux des artistes qui sont touchés. Premièrement. Deuxièmement, on veut des droits sociaux, on veut des allocations, mais on veut travailler. Et par rapport à tous les dispositifs que vous venez de rappeler, Madame la Ministre, et qui sont fort utiles, parce que évidemment,
les entreprises qui nous font travailler doivent rester vivantes. Pour l'instant, les dispositifs sociaux, les dispositifs d'aide à l'emploi que vous avez annoncés lors de la réunion avec le Premier ministre à la fin du mois d'août, eh bien, le chantier n'est pas entamé encore, notamment sur les aides à l'emploi artistique. Et nous, les festivals, l'activité de spectacle, tout le monde le sait, c'est avant tout une industrie de main-d'œuvre. Et au moment où la reprise va se faire, au moment où il va être difficile, le risque économique des organisateurs, ça va être de prendre des plateaux où il n'y aura pas beaucoup d'artistes. Et ça, c'est une question cruciale pour la reprise. Je le redis ici, comme je l'ai dit plusieurs fois à vos conseillers et conseillères, il est tout à fait urgent d'entamer les discussions sur les aides à l'emploi artistique que vous avez annoncées par le biais du Fonds PEPS lors de la réunion de la fin août, parce qu'il faut que ça soit prêt au moment où l'activité va reprendre, afin que nous soyons le plus nombreux possible sur les plateaux, puisque c'est ce que nous voulons. Merci. Qui veut intervenir sur cette question? Comment? On va vous passer un micro, Madame la Ministre. Les aides sont prêtes, elles sont mobilisables à tout moment. Moi, je le dis de façon claire, il faut reprendre. Alors, dans les normes sanitaires telles qu'elles sont pour l'instant dans cette période de tension, je répète que, évidemment, les spectacles debout, pour des raisons évidentes, ne peuvent pas être repris, puisque, on le sait très bien, le public s'agglutine au bord des scènes, et on peut avoir des espaces extrêmement vastes. Le spectacle debout fait que cette agglutination se pose et qu'elle présente un risque de contamination très important. Nous avons limité, dans le cadre de la reprise de la contamination, la jauge à 1000 personnes, ce qui ne signifie pas une jauge d'une salle à 1000 personnes. C'est-à-dire, si vous avez une salle de 2000 personnes, vous pouvez ouvrir à condition d'y mettre que 1000 personnes. Je précise parce que cette affaire de 1000 personnes a causé des confusions. Que dans les zones où le virus ne circule peu ou pas, les jauges sont donc possibles à 100%, et que dans les zones où le virus circule, la jauge est en fait, avec la distanciation physique, environ entre 70 et 75%, ce qui est, avec toutes les mesures sanitaires, le masque tout au long de la représentation, la mise à disposition de gel hydroalcoolique et de vérifier les sorties et les entrées des spectateurs pour éviter les mouvements de foule. Mais moi j'invite véritablement, je n'ai pas sans doute assez insisté dans mon propos liminaire, j'insiste à reprendre. Il y a des aides qui permettent de reprendre, elles sont mobilisables. Je veux tenir un discours positif dans ce domaine. Il n'y a pas un lieu de spectacle qui a réouvert, qui a été un lieu de diffusion du virus, un lieu de contamination. Là où on est le plus en sécurité dans notre pays, c'est pas dans sa famille, c'est dans un lieu de spectacle. Merci. Allez-y, présentez-vous s'il vous plaît, un micro arrive. Allez-y monsieur, allez-y. Je parle. Oui, ça y est, ça on vous entend. Bonjour, Paul Fournier, je suis président de France Festival. Madame la Ministre, il faut vous remercier pour ce que vous entreprenez. Il faut vous remercier pour le temps que vous nous donnez, que vous donnez, de réflexion, de concertation, de façon à ce que cette question des festivals soit abordée sur la durée. Je crois qu'il est important de rappeler que si le paysage des festivals en cette rentrée ne ressemble pas à un champ de ruines, c'est grâce bien entendu au financement, aux partenaires qui n'ont pas failli, ça a été rappelé tout à l'heure, c'est grâce aussi à l'inventivité, à l'agilité des festivals et des équipes qui ont permis que l'été en France ne soit pas totalement muet. Alors, il avait été mis en place une attention particulière des festivals il y a quelques années sous forme de mission d'un référent festival qui était à l'écoute et qui, de façon transversale, était à l'écoute et à l'attention et faisait l'interface entre les festivals, le territoire des festivals et le ministère. Cette mission a été interrompue. Elle était importante parce que derrière elle, il y a d'abord la question de la singularité des festivals, ce que nous appelons à France Festival le fait festivalier. Je ne développe pas parce que ça a été dit par vous-même et par Emmanuel Vallon, et beaucoup des thématiques
de ces états généraux reprendront ces singularités. Il faut savoir simplement que France Festival creuse effectivement ces singularités également au gré de toutes les études que nous menons depuis longtemps, la dernière qui est en cours, qui porte sur l'empreinte territoriale et sociale des festivals, est extrêmement intéressante de ce point de vue. Donc la question de cette mission, elle est importante parce qu'elle définira définitivement une mission, un cadre de volonté politique de la part du ministère. Ce cadre défini en région, appuyé sur l'expertise des DRAC et qui permettrait la coopération, ça a été dit tout à l'heure également, la coopération avec les collectivités locales est extrêmement importante. Cette mission, elle nous semble indispensable. Je termine juste en faisant une observation. Depuis 10 ans, environ un ministre sur deux s'intéresse au festival, donc il y a forcément des interruptions à certains moments. Et d'ailleurs, c'est une ministre, parce que c'est souvent les femmes qui s'y sont intéressées. Alors la seule question que je pose, c'est 1, est-ce que cette mission est réactivée? Et 2, est-ce que ces 6 mois de concertation peuvent nous permettre de poser les bases d'une politique envers les festivals solide et irréversible? Merci beaucoup. Alors, la volonté politique est là, parce que sans doute pas parce que je suis une femme, mais peut-être parce que je suis surtout un être humain de culture et que je connais les festivals. Alors, la mission, le référent festival, j'ai l'impression que, chère Sylviane, il n'y a que ça dans le ministère, des référents festivals, tellement ça occupe. Alors, je ne sais pas s'il porte le titre de référent festival, puisqu'il semble que le titre a été abandonné. Mais vous qui connaissez tout Sylviane, vous allez nous le dire. Sylviane Tarceau-Givry. Alors, effectivement, il n'y a pas de mission en tant que telle. Dans le cadre de la réorganisation actuelle du ministère et de la DGCA, donc la Direction Générale de la Création Artistique, effectivement, on va identifier une personne. Bien sûr qu'on s'en occupait, mais on entend bien ce souhait d'avoir un interlocuteur dédié. Donc, dans le cadre de la réorganisation qui devrait être en place à partir de janvier, on identifiera bien le service qui aura un rôle d'interface, de relation, parce qu'on l'a vu, le festival festivalier, évidemment, il dépasse l'action du ministère de la Culture, il est très largement le fait d'abord de vous tous, professionnels, qui êtes engagés dans l'organisation des festivals, il est très largement le fait, on l'a dit, des collectivités territoriales. Et évidemment, le ministère de la Culture, dans cet ensemble, souhaite tenir toute sa place. Et surtout, moi, je voudrais insister sur le rôle des DRAC, ça a été dit. Donc, pour le coup, il existe des référents en DRAC. Du fait d'ailleurs de la crise, il est vrai, on a identifié dans chaque DRAC un référent qui est normalement le DRAC adjoint ou la DRAC adjointe. Et c'est une organisation que l'on veut conserver parce qu'elle permet de vraiment relier tous les maillons de la chaîne. Parce qu'il faut bien reconnaître, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, que effectivement la question festivalière touche tous les domaines de la culture, mais aussi tous les domaines d'implication des territoires, vis-à-vis du ministère, etc. Attendez, on va vous... Allez-y. Il est à noter que le fonds festival est géré dans l'administration déconcentrée, est géré chez les DRAC. Donc c'est eux qui sont à la manœuvre pour répartir les fonds. J'ai une question au 6 d'abord, et je donnerai ensuite la parole au 7. 6 d'abord. Monsieur. Jérôme Bédé, l'Archéo Jazz Festival, on est moins connu que les Vieilles Charrues. On est en pleine campagne, au milieu des festivals. Petite jauge, 4 soirs, 2000 places à vendre. On n'est pas très très gros, mais on a 43 ans. La question, je rejoins mon homonyme Jérôme là-bas, on est toujours dans le flou. Et on a l'impression que tant qu'il n'y aura pas un vaccin ou un traitement, on restera dans le flou. Alors, l'État, les collectivités font d'énormes choses pour penser les plaies, faire en sorte que tout ne s'effondre pas. Mais est-ce qu'on a des moyens et est-ce qu'on les emploie pour faire en sorte que la recherche sur ce foutu virus avance et qu'on puisse, parce que les choses vont vite, on vient d'annuler la rencontre des partenaires. Parlez plus près, s'il vous plaît. Oui. On vient d'annuler la réunion des partenaires pour maintenir la convivialité, on en a 35. On vient d'annuler la rencontre des bénévoles, on en a 150. On vient de reporter la première réunion de programmation. Si, au début de l'année prochaine, il n'y a pas la perspective
de la commercialisation rapide, enfin de la diffusion rapide d'un traitement et peut-être d'abord d'un vaccin, mais c'est foutu, on ne programme pas. On programme pas. L'année dernière, on a arrêté les dépenses, heureusement pas trop avancées, le 1er mars, dès l'annonce des 5 000. On a annoncé qu'on reportait le 1er avril, mais là, cette fois-ci, si la situation n'est pas clarifiée, enfin, en donnant de bonnes perspectives de pouvoir ouvrir les portes fin juin, eh ben, on arrête et on en est là. Je crois que c'est encore Madame la ministre va encore vous répondre. Oui, ça va être encore moi qui vais répondre sur cette question, mais c'est bien normal. Vous avez raison, nous n'avons pas de visibilité. Nous n'avons pas de visibilité parce que nous ne savons pas ce que le virus nous réserve et nous ne savons pas ce que la science nous réserve. Évidemment, je ne suis plus ministre de la Santé, Dieu m'en préserve, s'il existe. Mais je parle de Dieu, hein, je ne parle pas de ministère. Vous avez bien compris. Mais on sait, il y a toutes sortes de sommités scientifiques qui nous interpellent, qui donnent des conseils les meilleurs possibles. Et le virus, j'avais un épidémiologiste qui disait le virus est facétieux. Je crois surtout qu'il est pervers parce que la facétie a quelque chose de sympathique. Vous me direz que la perversité sans doute aussi. Mais franchement, moi je suis une scientifique à la base et je dois dire que les hommes comme M. Trump qui prédisent un vaccin pour dans les mois qui viennent ne me paraissent pas crédibles, ou comme M. Poutine. L'habitude sur les vaccins, c'est d'avoir un screening d'au moins 8 ans pour arriver à un vaccin. Je sors complètement de mon rôle de ministre de la Culture. Non, mais vous êtes qualifié pour pouvoir en parler plus tard. Complètement. Mais l'idée qu'on puisse en quelques mois bâtir un vaccin non seulement efficace, mais fiable pour la population, c'est-à-dire qu'elle ait envie de se faire vacciner. Parce qu'on est dans un pays où l'avis du Conseil national d'éthique est parfaitement clair, on ne peut pas obliger des adultes à se vacciner. La chose avait été faite dans des épidémies, avait été consultée dans des épidémies antérieures. Donc il faut aussi que les gens aient envie massivement d'utiliser ce vaccin qui donne un sentiment de profonde sécurité. Et vous en savez quelque chose, effectivement. Voilà, c'est des choses que je connais, je crois, assez bien. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ce manque de visibilité scientifique entraîne un manque de visibilité gouvernementale et de gouvernance politique. Et on peut comprendre aussi une grande angoisse, pas simplement... Mais je la comprends et je la partage, parce que nous sommes obligés d'agir en suivant l'avancée du virus et en ne la précédant pas. Nous n'avons pas les outils pour la précéder pour l'instant. Alors, je ne sais pas si la bonne formule, c'est de faire confiance à M. Trump ou de mettre un cierge à Sainte-Rita. Pour l'instant, je n'ai que ces deux solutions. Au 7, s'il vous plaît, une question, puis ensuite on descendra au 3. Sainte-Rita étant la patronne des causes perdues. Oui, oui. J'aurais dû le préciser d'ailleurs. Mademoiselle. Bonjour, Stéphane Krasinski, je suis le directeur du Festival des Suds à Arles et je représente les festivals au sein du Conseil national du SMA, le syndicat des musiques actuelles, et je suis également président du réseau de musique du monde, Zone Franche. Merci déjà pour cette initiative, pour ces états généraux, dont on espère qu'ils marquent l'étape ultime, je dirais, avant le retour dans le périmètre du ministère de la Culture de tout un pan de festivals qui, depuis 2003, se sentent un peu délaissés et que sont les festivals de musique actuelle. Le deuxième motif de satisfaction, c'est le moratoire sur la circulaire Collomb, un moratoire qui laisse entendre que le souci que cela pose, notamment au festival de musique actuelle, pourra être réglé dans cet intervalle-là. J'en profite pour dire que tant qu'on y est, on pourrait aussi remettre à plat la législation sonore qui impacte les festivals et les festivals de musique actuelle. J'ajoute également qu'il est évident que le 2021 sera une édition compliquée. De manière à fluidifier, peut-être à simplifier certaines choses, il serait bien qu'on travaille dès maintenant sur le laissez-passer des artistes internationaux qui, pour l'instant, ne concernent qu'une maigre partie
de la programmation internationale qu'on peut espérer pour l'été prochain. Et comme il a été dit tout à l'heure, c'est maintenant qu'on construit les programmations, maintenant qu'on établit les programmes. Une dernière chose, il s'agit d'un décret qui est passé, qui illustre assez bien la confusion qui peut saisir nos membres. Un décret sur la limitation des jauges qui a été interprété diversement selon les territoires par les préfets ou les sous-préfets, comme une limitation des jauges à 30, alors pour les mariages, ou pour les salles, ou pour les festivals, bref. Il y a eu une iniquité de traitement, je dirais, entre les différents territoires qui a ajouté à la confusion, à la situation qu'on vit. Alors peut-être Dominique Muller, vous pouvez répondre, peut-être Gilles-Henri Garot en tant que préfet sur la question en particulier justement de la circulaire Collomb aussi, et puis Dominique Muller peut-être d'abord si vous voulez. Oui. Allez, préfet Garot, à vous la parole. Bien. Tout d'abord la circulaire instruction ministérielle du 15 mai 2018, on appelle la circulaire Collomb. Alors la situation actuelle est la suivante, comme ça permettra de répondre à toute autre question. Cette circulaire a été l'objet d'une décision du Conseil d'État le 31 décembre dernier, qui a annulé 2 articles de cette circulaire concernant les délais de paiement et concernant également les acomptes. Bon. Tous les autres articles ont été jugés applicables, c'est-à-dire ce qu'on appelle le surplus du dispositif est directement applicable. Donc elle pourrait encore être appliquée par les préfets dans les départements. Bon, peut-être tout le monde doit savoir ça ici, mais peut-être ceux qui nous écoutent ne savent pas toujours de quoi il s'agit. Cette circulaire qu'on appelle circulaire qui porte sur les services d'ordre indemnisés, alors je vais être un peu plus précis, a été élaborée de façon conjointe avec un groupe de travail très étroit entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur en 2017 et 2018. Elle visait à, unifier, justement, son but était bien d'unifier, de rendre plus lisible et d'avoir des critères communs d'appréciation, notamment à travers les annexes qui sont dans cette circulaire, pour l'ensemble des acteurs, aussi bien les responsables des dispositifs de sécurité d'ordre public, c'est-à-dire les préfets, que les organisateurs de manifestations, en général. Bon. Et c'est donc c'était considéré à l'époque, et d'ailleurs les 2 ministres de la Culture et de l'Intérieur avaient fait un communiqué en juillet 2018 qui saluait, cette disposition comme étant justement après, même si on admettait qu'il fallait voir comment elle allait être appliquée, et il y avait donc une clause de rendez-vous pour son application et son évaluation. Je rappelle que le principe de l'indemnisation des forces de l'ordre est un principe législatif. Ce n'est pas une faculté pour les préfets de savoir si on le fait ou on ne le fait pas, c'est dans la loi, c'est l'article 211 du Code de la sécurité intérieure. Donc le Conseil d'État a parfaitement validé cette disposition législative. Donc il ne s'agit pas de savoir si on l'applique ou on ne l'applique pas. Ceci étant, nous sommes bien conscients qu'il va falloir quand même réécrire cette circulaire, ne serait-ce que parce qu'il faut retirer les 2 points litigieux. Bon. Mais nous ne sommes pas sourds, nous avons entendu tout ce que vous avez pu faire remonter à travers différents réseaux. C'est-à-dire le surcoût pour les festivals. Voilà, le surcoût, on peut en parler parce que je pourrais vous donner des chiffres qui vont vous surprendre beaucoup. Les surcoûts n'ont pas bougé entre 2018 et 2019. Pour la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, les services d'ordre indemnisés, facturés, sont passés de 1,2 à 1 million. Et pour la DGPN, les zones gendarmerie, sont passés de 1,24 à 1,39. Je ne peux pas penser qu'avec des mouvements de ce type, on ne peut pas parler d'explosion de facturation. On est quasiment sur des dépenses stables. Et ça, c'est un point quand même qu'il faut rappeler, parce qu'on entend aussi parfois des choses assez inexactes en la matière. Ces chiffres, évidemment, étant à votre disposition. Deuxième point, les facturations. Alors, il est vrai que dans certains cas, pour certaines manifestations, ça a posé des problèmes très réels, et on en est bien conscient. Nous sommes également conscients qu'il y a des difficultés d'application, notamment entre les territoires, mais aussi, il faut bien l'admettre, entre différents types de manifestations. Toutes les manifestations ne sont pas traitées de la même façon, c'est un fait. Dans certains festivals, par exemple, ne sont pas pris en charge par ce genre de dispositions. Et c'est le cas d'Avignon, mais on le sait très bien, Avignon, ce n'est pas applicable, on ne pourrait pas appliquer, je crois que le préfet du Vaucluse pourrait en parler beaucoup mieux que moi, ce type de circulaire a un périmètre qui est aussi large que celui du festival off et du festival. Alors, malgré tout donc, dans la mesure où nous avons bien entendu ce message, l'idée est de remettre en chantier cette circulaire. Et comme nous l'avions fait en 2017 et 2018, nous allons le faire conjointement avec le ministère de la Culture. Nous avons commencé ce travail il y a déjà 2 jours. Nous avons acté la mise en place d'un groupe de travail qui va se réunir dans les très prochains jours.
Et on espère pouvoir avoir le refond de la circulaire d'ici la fin de l'année sur le texte. Ça prendra en compte un certain nombre de remarques qui ont été faites concernant les... Je suis désolé, je suis obligé de répondre là, sinon ça reviendra. Ça portera sur les périmètres d'émission, puisqu'il y a des discussions sur les périmètres d'émission, c'est un fait. Ça portera également sur les questions de prévisibilité. Il y a eu beaucoup de remarques concernant des évolutions entre les éléments, mais pour ça suppose évidemment qu'on ait des calendriers qui soient très clairs et qui soient longtemps un petit peu à l'avance, mais on ne peut pas donner des... Qu'est-ce que vous appelez la prévisibilité, justement? C'est-à-dire que, par exemple, on part sur un événement, on va dire le coût est de 100. Et puis, entre-temps, un certain nombre de facteurs évoluent, soit d'assistance, soit de contraintes liées au lieu de manifestation, et on se retrouve avec 150 et 200. C'est sûr que pour l'organisateur, entre payer 100 et payer 150 ou 200 et recevoir une facture à 2 jours du festival avec 150, c'est pas la même chose. Donc, il faut travailler là-dessus, sur la prévisibilité, ça suppose de trouver des mécanismes. Également sur le problème qui est très important, de la délimitation entre ce qui est considéré comme étant lucratif et non lucratif. C'est un des recours d'ailleurs qui a été posé par le Conseil d'État et qui est quand même un point essentiel. Et puis éventuellement réfléchir sur peut-être des plafonds de défense, encore que là c'est un sujet beaucoup plus compliqué parce que ça implique le milieu sportif. Ça c'est sur le premier point. Deuxième point, concernant cette circulaire, vous avez bien compris que, compte tenu de la situation et de l'état, je dirais, de désarroi et de, catastrophe économique dans lequel se trouve le secteur depuis l'année 2020, le ministre, M. Darmanin, a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire les instructions seront données dès les jours prochains à l'ensemble des préfets de France, nous stopperons toute facturation en matière de services d'ordre indemnisés. Au moins jusqu'au 31 décembre de cette année, nous avons une clause, alors comme le disait la ministre, évidemment, nous sommes dans une telle imprévisibilité, et nous sommes face à un virus qui nous ne pouvons pas le précéder, nous avons une clause de rendez-vous, entre guillemets, au premier trimestre 2021, et on va bien voir les tendances. Si on est parti, effectivement, de nouveau sur une épidémie lourde, et si on voit que les annulations se profilent en cascade, ce moratoire sera prolongé. Et puisque vous êtes donc délégué pour la sécurité du tourisme et des grands événements, la question de la législation sur a été posée, c'est aussi une autre question qui intéresse les festivals. Bon, je réponds aussi sur ce point. Alors, là également, nous sommes face à une situation qui est très très évolutive. Les classements qui ont été adoptés du type de département par rapport au niveau d'alerte, les contraintes qui sont liées au niveau des mesures sanitaires à mettre en place par les préfets, c'est très compliqué également. Enfin, vous êtes tous dans le désarroi, mais c'est aussi très compliqué pour les préfets à mettre en œuvre. Peut-être je pourrais laisser d'ailleurs la parole à mon collègue Bertrand Gaume pour expliquer comment ça se vit au quotidien. Donc, ce sont des hommes, ils ont aussi à faire face à des situations très évolutives. Nous avons des remontées qui montrent qu'il y a effectivement des discordances dans l'application de certaines mesures. Ce que je vous propose, et ce que nous en avons dit ensemble avec le cabinet de la ministre, c'est que tout ce que vous constaterez au niveau, je dirais, de contradictions ou de différences de traitement dans un même département ou dans des départements similaires, mais classés en même catégorie sanitaire, ou qui impliquent, je dirais, des manifestations de type aussi similaire, mais traitées différemment, que vous fassiez remonter ces informations par tous les moyens, au ministère de la Culture, au DRAC, et éventuellement à moi-même aussi. Et nous les transférerons au comité interministériel de crise, le CIC, qui gère l'ensemble de la coordination de la crise sanitaire et des mesures, de façon à ce que nous puissions je dirais, évaluer à chaque fois l'application et éventuellement prendre des mesures qui permettraient au préfet de disposer d'une grille plus unifiée dans l'application des mesures. Merci. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Merci beaucoup. Outre donc les questions de la salle, il y a aussi les questions qui viennent. Oui, il y a une petite précision sur les laissez-passer pour les artistes internationaux. Il y a d'abord des difficultés, il y a les deux sens de circulation. Il y a les artistes ici qui repartent dans des pays d'origine avec des législations très différentes, et en particulier le fait de pouvoir se faire tester, par exemple pour l'Allemagne, il faut se faire tester 72 heures avant d'arriver en Allemagne. Je sais que la généralisation des tests et le fait de faire, j'allais dire open bar pour
le terme n'est peut-être pas là aussi très bien choisi, sur les tests a causé des difficultés. Le ministre de la Santé est en train de les résoudre, mais pour ces artistes, il y a la possibilité d'avoir un droit de préemption, si je puis dire, pour avoir des tests qui leur permettent de naviguer et de rentrer. Donc voilà, les législatives... Effectivement, pour préparer un festival qui... Non, mais je reconnais que c'est compliqué, mais le système est en train de se fluidifier, mais je reconnais qu'il y a eu de très grandes difficultés. Outre les questions de la salle, je vous redonnerai la parole, mais il y a des questions qui nous viennent par l'intermédiaire du chat. Je crois que c'est Jacques Libuet, du festival des films de femmes de Créteil, qui nous propose d'intituler aussi ces rencontres actuelles et futures comme les états généreux des festivals. Et ensuite, j'ai une question sur l'espace de concertation que vous avez évoqué, Madame la Ministre. Ne pourrait-il pas être les COREPS revivifiés? Est-ce que... Je ne sais pas. Oui, Sylviane Tarsogiri. Comme vous, Madame la Ministre. Alors, les COREPS, là, on commence à entrer dans le jargon du ministère de la Culture. Et il y a certains jargons, il faut bien le reconnaître. Dans tous les métiers. C'est vrai, on en a aussi. Donc, les COREPS, ce sont des comités régionaux qui réunissent les professionnels de la culture, au-delà des festivals en général, les collectivités territoriales et le ministère de la Culture. Ce qu'a évoqué la ministre tout à l'heure, c'était plutôt le Conseil des territoires pour la culture, qui est une instance de dialogue entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales. Et on sait que les professionnels sont très attachés à cette instance qui, au-delà des autorités publiques, État et collectivités territoriales, permettent le dialogue aussi avec les professionnels. 2 régions réunissent ces instances qui résultent d'un texte de 2015, si je me souviens bien. Et c'est vrai qu'il n'y a que 2 régions dans lesquelles ça se passe. Ça veut dire aussi qu'il n'y a peut-être pas aujourd'hui le sentiment partagé de la nécessité de ces instances. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vrai que ce sont des instances très larges où on est très nombreux et qui traitent de l'ensemble du champ culturel, et qu'aujourd'hui on le voit de plus en plus, et c'est une des raisons de ces états généraux, c'est qu'on a de plus en plus besoin aussi de parler selon les thématiques dans des formations différentes. Mais effectivement, je pense que s'il y a volonté de l'ensemble des acteurs, c'est une bonne instance de discussion. C'est quoi les 2 régions? C'est Nouvelle-Aquitaine? C'est Bretagne, c'est Occitanie, et Nouvelle-Aquitaine. En Bretagne, il y a encore un autre dispositif. Une question de la salle, monsieur, allez-y. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Madame la Ministre. Paul Berthet, je suis directeur de l'association Aremax. Ça fait 15 ans qu'on accompagne tous les événementiels, en particulier les festivals culturels à l'éco-responsabilité. Je voulais, on a à peu près 20 salariés, 600 bénévoles sur la France. Je voulais intervenir sur 2 points. Un premier point assez technique, parce qu'à côté de mon engagement, de nos engagements, je suis aussi directeur, donc des enjeux de gestion. On est une association en 1911. Il est toujours extrêmement compliqué pour nous d'être reconnus comme acteurs événementiels légitimes. Pour autant, 95% de notre activité est concentrée, donc il faut toujours un petit peu se battre, mais c'est le jeu, et je sais que tout le monde fait du mieux qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude sur la perte de valeur de toute façon. Comment ça on va récupérer? On sait bien que l'idée n'est pas simplement de mettre tout le système sous des états respiratoires, donc il va falloir se réinventer. Et deuxièmement, un autre point plus sur la question des valeurs. Tout à l'heure, le professeur sociologue, dont j'ai oublié le nom, Emmanuel Vallon. Merci, merci pour sa présentation. Évidemment, la simple lecture en termes de politique d'offre et de demande est complètement dépassée dans le milieu de la culture, il me semble. On va plutôt parler des valeurs en soi. Donc je tiens à souligner que voir notamment un atelier demain sur le développement durable et de la culture dans ces périodes de vache maigre, c'est assez à souligner. Je vous remercie pour ces choix thématiques forts, puisque en période d'urgence climatique, comme on connaît, il n'y a rien de mieux qu'un festival pour toucher des millions de personnes dans toute leur diversité, donc continuons là-dedans. La question c'est est-ce qu'il y aura encore des festivals? En tout cas, je pense qu'il y aura encore des valeurs. Et pour vous donner un exemple concret, je suis gestionnaire donc aussi et engagé. On est travailleur associatif, c'est pas évident, mais c'est notre choix. Aremax, c'est une association qui est autonome sur son budget à 90%. Par salarié, donc quand même de l'emploi qu'on a créé. Je crois qu'on joue le jeu. On est autonome à 90%, intervention directe auprès des événements,
et par exemple En Marche, et très peu de subventions. Clairement, la casse du modèle économique des festivals peut nous impacter complètement et faire tomber ça. Et pour moi, il ne faut pas être que dans la valeur économique, il faut en parler bien sûr, sinon tout le reste risque de s'écrouler. Et en particulier, cette question d'intérêt général. On est capable, nous, finalement, de faire de l'intérêt général, donc dans un rôle étatique quelque part. Alors c'est personnel, mais je pense que presque l'urgence écologique est quelque chose qui devrait être traité de plus en plus de domaine régalien de l'État. Mais en tout cas, on est capable de porter ces valeurs-là. S'ils s'écroulent, ça s'écroule. Donc comment est-ce que les festivals peuvent être, et notre secteur, puisqu'on en fait partie, peuvent être reconnus aussi en tant que porteurs de valeurs? Il me semble que dans l'histoire, nous a prouvé que la culture a libéré des peuples, a levé des barrières politiques, a libéré des genres. Et voilà, c'est peut-être voir un petit peu plus loin que ça aussi, et comment est-ce qu'on peut se reconnaître là-dedans. Et un tout petit dernier point, nous, on le dit souvent rigolant, mais souvent un peu la tête dans nos poubelles de terrain. On voit souvent la mécanique de cette grande galaxie d'acteurs événementiels qui sont aussi composés de tout petits acteurs de structures à un salarié ou intermédiaires qui sont indépendantes. Et c'est dur aussi de le monde exister, il faut se mobiliser. Je pense à la Palier indépendants, je pense aux représentations des organisations syndicales, etc. pour exister. Je sais que tout le monde demande, je sais que c'est dur pour tout le monde, mais voilà, ne les oubliez pas, parce que la machine repose aussi là-dessus. Madame la ministre, vous répondre. Oui, finalement, ce que vous, acteurs de l'événementiel, vous nous dites, vous nous rappelez, c'est que la culture est au cœur d'un écosystème économique qui a globalement dépéri avec cette crise épouvantable. Et que l'événementiel n'est pas dans le champ d'intervention du ministère de la Culture. De la même façon, je suis saisi par des discothèques. Désolé, les discothèques ne font pas partie du patrimoine de la culture. Mais cette question de l'événementiel, elle ne pourra être résolue. Vous avez parlé d'écologie, on y reviendra dans une minute. Vous avez parlé de ce drame. Ça ne peut repartir. Bien sûr, les mesures d'urgence s'appliquent à l'événementiel, chômage partiel, prêt, aide. Les mesures spécifiques culture n'existent pas, puisque ce n'est pas un secteur culturel au sens strict. Mais ne pourra être résolu que quand l'ensemble du secteur de la culture repartira. Et je ne vois pas d'autres moyens d'arriver à trouver une solution à votre problème spécifique. Moi, je vous remercie en tout cas pour ce que vous avez dit pour le développement durable, parce que très souvent on pense que c'est parce qu'on est en période de crise et de difficulté qu'il faut renoncer au développement durable. Et là, je veux vraiment le dire de façon forte, c'est justement parce qu'on est en période de crise qu'il faut se poser la question du développement durable pour bâtir un modèle pérenne. Ce sera le sens de l'atelier qu'on va bâtir demain. Une question ici. Oh là là, c'est parti. Je ne sais pas s'il y aura assez de temps pour pouvoir donner la réponse à tout le monde. Eh bien écoutez, voilà, oui. Juste en face du 6, là, j'ai monsieur avec la cravate qui pose la question. Non, devant vous, monsieur, et on vous donnera la parole ensuite. Allez-y. Bah, faut que je vous distingue, je suis désolé. Allons-y. Bon, merci de prendre ma question. Donc, je m'appelle Éric Bergeau, je travaille pour le ministère en charge de la jeunesse, donc le ministère Éducation, Jeunesse et Sport, et je suis référent national des rassemblements festifs organisés par les jeunes. Alors, monsieur Olivier Pi, en ouverture tout à l'heure des États généraux, évoquait les graines qu'on pourrait semer pour l'avenir du festival. Et moi, je voudrais porter à notre attention collective la nécessité d'accompagner les jeunes organisateurs. Donc au niveau national, le ministère en charge de la jeunesse anime un comité de pilotage avec la culture, l'intérieur, la santé, la MISLECA, l'association Freeform. Et il me semble vraiment impérieux de reconnaître aussi la place des jeunes organisateurs. Qu'est-ce que vous appelez les jeunes organisateurs? Parce que... Alors en fait, ce sont des jeunes organisateurs qui n'ont pas forcément un statut de professionnel. D'accord. Souvenez-vous ici dans la salle, ceux qui ont organisé leur premier festival, de vos premiers dialogues avec les services de l'État. Et moi, il me semble vraiment très très important de les accompagner, de leur offrir une médiation et également de les accompagner dans les différentes politiques de prévention. Mais vous ne pouvez pas être justement au ministère de la Jeunesse ce lien entre ces jeunes organisateurs? Tout à fait. Alors tout à fait, outre effectivement la mission de référent national, on a créé un guide de la médiation, il y a des référents départementaux, mais pour moi la place de la fête, ça pose la question également de la place des jeunes dans la société. Et cela nécessite aussi une approche interministérielle. Toutes les questions, vous voulez répondre? D'une minute, c'était un sujet crucial, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai organisé une rencontre avec Madame El Aïri, la secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, chargé de la jeunesse,
et de l'insertion des jeunes pour justement, et de l'engagement, pardon, merci. Quelquefois du mal avec les dénominations du ministère, ça change, ça fait bon. Et donc, on se voit dans 3 jours pour justement voir la façon dont on va pouvoir accompagner les jeunes créateurs et les jeunes organisateurs. Très bien, c'est une réponse rapide. J'avais le monsieur qui était derrière le monsieur à la cravate, vers qui vous aviez porté le 6, le micro. Je lui ai promis de lui redonner, je lui redonne et ensuite on passera dans un autre secteur de la salle. Oui. Allez-y monsieur. Bonjour, je suis Harold David, co-président et porte-parole de la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon. Je voulais tout d'abord remercier monsieur le préfet d'avoir cité le nom de l'autre festival d'Avignon, le festival OFF, pour lequel nos salles bien évidemment sont concernées. Donc la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon regroupe à ce jour près de 80 salles de théâtre sur Avignon, privées, qui, aux côtés de leurs collègues exploitants de salles, produisent chaque année, à l'occasion du festival OFF d'Avignon, près de 35 000 levées de rideaux pendant les 3 semaines que dure le festival, mobilisant environ 1500 spectacles, 1200 compagnies, plusieurs centaines de milliers d'heures d'emplois techniques, artistiques et administratifs, et en 2019, 1,9 million de billets vendus. Nous précisons également que 25% de la diffusion du spectacle vivant en France semble se faire à partir de la programmation proposée dans nos théâtres, et que le OFF contribue largement aux quelques 113 millions d'euros de retombées économiques générées par les festivals d'Avignon. Si nous prenons la parole aujourd'hui, c'est que, évidemment, tout notre secteur, et particulièrement les lieux privés d'Avignon, s'interroge de la dégradation de la situation sanitaire et une possibilité de mise en œuvre du festival OFF 2021. C'est pourquoi il nous semble fondamental d'anticiper dès aujourd'hui l'hypothèse d'un festival OFF effectivement affecté par la pandémie Covid-19. Pour cela, nous avons d'ores et déjà alerté et sensibilisé l'ensemble des théâtres d'Avignon par un appel que nous leur avons adressé et que nous tenons à votre disposition. Selon l'analyse que nous proposons dans cet appel, les conséquences potentielles de la non-anticipation des problématiques exposées sont susceptibles de constituer les ressorts d'une crise plus grave encore que les pressions que nous avons tous connues cet été, théâtres, compagnies, producteurs, pouvant amener à la disparition, sinon totale, du moins partielle, du OFF tel que nous le connaissons. Pourquoi ? Avignon, au regard de la spécificité de son territoire et de la singularité du OFF... Vous pouvez simplement aller directement à la question, s'il vous plaît. Mais la question nécessite néanmoins un petit cadrage sur le point de départ. Vous avez raison, bien sûr. Le festival OFF doit inventer des protocoles qui lui seront propres et exclusivement propres à Avignon. En effet, nous sommes tout à fait conscients que nos salles, espaces confinés par nature, cumulent tous les risques de contamination propices à la propagation du virus en juillet prochain si la situation sanitaire de notre pays n'est pas améliorée. Par la concentration d'ERP dans un territoire limité, la programmation du matin au soir de créneaux de programmation pouvant aller de 8 à 10 par jour, la rotation permanente dans nos théâtres des personnels d'accueil, des équipes artistiques et techniques et des publics, la présence de zones d'attente dans l'espace public, tous les facteurs cumulés sont réunis pour que, à juste titre, messieurs les préfets ici présents, vous décidiez d'interdire avant ou pire, en cours de festival, l'ouverture de nos salles, à l'instar de ce qui s'est passé pour d'autres corporations telles que les restaurateurs ou les exploitants de bars. Là, la question que nous avons à vous poser à chaque fois, elle arrive, elle est de 3 ordres. Messieurs les préfets, comment envisagez-vous d'anticiper cette situation, puisque dans l'ordre effective de programmation qui est la nôtre, il est nécessaire que nous puissions avoir une visibilité, quelle qu'elle soit, à l'échelle de janvier 2021. Ça, c'est la première question. La deuxième, elle concerne les moyens mis en œuvre actuellement pour sauver le OFF. Il y a un fonds d'urgence de 800 000 € qui a été accordé effectivement au théâtre du OFF. Les prévisions que nous avons faites à l'échelle de l'ensemble des théâtres d'Avignon montrent que les déficits prévisibles d'exploitation de nos salles sont de l'ordre de 9,2 millions d'euros. Madame la ministre, quelles sont effectivement les perspectives que vous envisagez pour répondre à cette dimension financière considérable pour le festival? Et enfin, troisième point, ce sera ma dernière question. Vous parliez, Madame la ministre, des trous de raquettes tout à l'heure. Le fonds d'urgence pour le OFF, de secours pour le OFF, en comprend quelques-uns, notamment des théâtres d'Avignon sont exclus de ce dispositif, les théâtres dits éphémères et les théâtres qui ont eu le courage d'ouvrir leurs portes pendant plus de 15 levées de rideaux cet été. Sur ces 3 points, effectivement, nous aimerions bien avoir... Alors, une petite motion d'ordre. Heureusement qu'il y a une table ronde demain sur l'égalité homme-femme, parce que jusque-là, il n'y a pas une femme qui a pris la parole. Alors, je vais d'abord passer pour prendre ma respiration, la parole à monsieur le préfet, c'est vous. Oui, Madame la ministre, et pardon, je suis un homme.
Personne n'est parfait, en effet. Alors, attendez, je vais me retourner, comme ça je vais regarder mon interlocuteur, puisque c'est un sujet avignonno-avignonnais. Vous m'avez écrit hier soir, je crois, et donc je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre, veuillez m'excuser. Ce que je vous propose, de manière très pragmatique, c'est que, comme on essaye de le faire depuis toujours, localement, on va travailler avec le Festival d'Avignon, avec le HOF, l'association AFC, son président, toutes les autres composantes de la grande galaxie, parce que j'ai compris tout ça, hein, il y a un système avec des galaxies, des planètes, des sous-planètes, etc. Donc on va travailler, surtout avec les collectivités locales. Et pour tout vous dire, on a discuté de ça ce midi avec la ministre et les élus locaux lors d'un déjeuner républicain, comme c'est souvent la règle dans les visites ministérielles, et on va regarder les choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse passer la semaine d'art, et que à la fin, parce que c'est un événement important, et moi je souhaite, je le dis, qu'elle se tienne cette semaine d'art. Je le souhaite, je forme le vœu que la situation sanitaire le permette. Pour ceux qui ne le voient pas, Olivier Pi croise les doigts. Il a bien raison, toucher du bois, appeler au vœu pour ceux qui croient à cela, à Saint-Rita, vous faites tout ce que vous voulez, mais je le souhaite que la situation sanitaire le permette. J'ajoute que dans ce département, nous avons annulé très peu de choses. Nous avons même permis un festival, 2 festivals même, de musique actuelle. Je crois que c'était là-haut qu'il y avait le printemps des musiques actuelles, notamment de la musique électro. Simplement, ce qu'on ne peut pas faire en ce moment, c'est de la musique debout. On peut écouter de la musique électro assis, c'est moins agréable, chacun en convient, bien volontiers. Donc on va se voir. Le vrai sujet, vous l'avez très bien dit dans votre longue question, c'est que c'est pas en soi et pour soi chaque théâtre qui est en jeu. C'est pas et pour soi le Festival d'Avignon ou la myriade de salles qui peuvent ouvrir. Parce que je sais que vous êtes des grands professionnels et vous faites les choses parfaitement bien. Et une fois que tout le monde, Madame la Ministre l'a rappelé, est assis, regarde la scène masquée, les choses sont claires et on n'a pas de soucis. Le vrai sujet, c'est l'effet de polarisation sur 3 semaines de plusieurs centaines de milliers de personnes qui viennent et qui font que, pour la formule de Madame le maire d'Avignon, c'est toute la ville d'Avignon qui entre en festival. Et donc c'est pour cela, mon collègue l'a rappelé, que, à supposer que je veuille appliquer la circulaire précédemment citée, c'eût été très difficile. Parce que je ne voyais pas très bien à qui facturer, à dire vrai. Et donc le sujet, c'est qu'on va avoir collectivement, c'est est-ce qu'on peut réinventer, si l'épidémie est encore à ce stade-là, des formes, avec l'effet polarisant du Festival d'Avignon, parce qu'on sait que quand le HOF continue, le jour où le Festival d'Avignon s'arrête, les effectifs de public du HOF décroissent. C'est vous qui le dites avant l'autorité administrative locale, et donc ça, vous le savez bien. Donc on va se voir, évidemment, et je vous donne rendez-vous. Je donne rendez-vous au président des fêtes et à tous ceux qui composent le festival HOF. Madame la ministre, j'espère ne pas avoir été trop long. On est bon, je vais essayer de faire l'équilibre en phare. Sur la question précise du manque à gagner du festival HOF et de la façon dont ce manque à gagner peut être compensé, ils appellent différents types de financement. Pour l'instant, le fonds, qui est géré d'ailleurs par la DRAC, de 800 000 € et dans l'État apparaît calibré, justement calibré, en accompagnement d'autres mesures, des mesures généralistes dont j'ai parlé. Il est un peu difficile de se projeter au-delà, mais la DRAC est évidemment absolument ouverte au dialogue. On regarde ça, vous apportez des chiffres sur ce qui relève de vos difficultés. Il ne m'appartient pas ici de revenir sur un dossier qui est quand même extrêmement ciblé, sauf pour souligner un effort de l'État de 800 000 € qui est déjà extrêmement important et qui accompagne toutes les autres mesures dont j'ai parlé. Alors, pour ne pas prendre trop de retard sur cette journée, je vais essayer de prendre 2 ou 3 questions. Une au niveau 4, monsieur demande la parole depuis longtemps. Une ou 2 juste au-dessus, voilà, mais je ne pourrais pas prendre toutes les questions, bien évidemment, malheureusement, pour pouvoir, et je vais les prendre successivement, les noter et les retranscrire ici pour qu'on puisse avancer un tout petit peu. Ah ben voilà, très bien, alors, madame, micro 5, madame, allons-y. Bonjour, je suis Liliane Chaos, la directrice de la maison Centre de développement chorégraphique national Uzès Gare Occitanie.
et également la présidente de l'association des centres de développement chorégraphique nationaux. J'avais une question, je voulais remercier M. Emmanuel Vallon de nous avoir cités, parce que tous les centres de développement chorégraphique nationaux organisent des festivals. Et j'avais une question, je voulais revenir au fond spécifique sur les festivals qui va être reconduit en 2021, donc j'avais une question à ce sujet, pour savoir si ces fonds étaient également gérés par les DRAC, et si dans ce cadre-là, il y avait une compensation des billetteries. Puisqu'on a souvent dans les centres de développement chorégraphique nationaux, on travaille avec des partenaires, mais pas forcément sur des salles immenses. Donc si on doit réduire les jauges avec les mesures sanitaires, on risque d'avoir quand même des pertes importantes. Donc je voulais avoir une réponse là-dessus. Et merci beaucoup Madame la Ministre d'avoir pris l'initiative de ces états généraux qui sont très réjouissants. Alors je prends cette question, monsieur, vous avez aussi un micro et je prendrai une question au-dessus et on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Allez-y monsieur. Non mais je me permets d'enlever le micro parce que les voisins sont suffisamment loin. Oui. Enlevez le masque plutôt. Je pense que le masque par contre, pardon, et voilà. Donc présentez-vous s'il vous plaît. Alain Timard, Théâtre des Halles, scène d'Avignon. Je pense que d'une part on ne peut pas anticiper par rapport à cette pandémie, on ne peut pas anticiper le 21, personne n'en sait rien, nous sommes tous logés à la même enseigne. On ne peut que prédire le meilleur ou essayer de voir le meilleur. Deuxièmement, je dois saluer la rapidité avec laquelle les pouvoirs publics ont su réagir à cette crise, que ce soit dans mon domaine théâtral, que ce soit la ville d'Avignon, le département de Vaucluse, la région sud, ou la DRAC et le ministère de la Culture. Je crois que l'urgence avec laquelle et la complicité avec laquelle la réponse a été apportée par le maintien des subventions 2020 est à saluer. Ma question est, comme le disait Monsieur le Préfet, avignonnaise, concernant le Festival d'Avignon. Madame la Ministre a parlé de coups humains. Je crois que sur Avignon, effectivement, on a besoin de coups humains. Emmanuel Vallon, avec beaucoup de pertinence, a parlé donc de structures grandes, petites, moyennes, de gens connus, inconnus, et que tout ce tissu, tous ces territoires-là participaient à la vie culturelle nationale, voire internationale. Ma question, revenant donc à Avignon, est la suivante. C'est qu'effectivement, il y a des trous dans la maille concernant notamment les scènes conventionnées et les scènes d'Avignon qui sont hors champ des théâtres privés et de l'aide de l'enveloppe des 800 000 € attribuée à ce théâtre privé et hors champ des aides possibles. Ma question est, que fait-on par rapport à ce trou? Très bien. Une dernière question, et c'est malheureusement une question l'un ou l'autre, côte à côte. Voilà, très bien. Madame, alors, je suis désolé, on va privilégier. Madame, allez-y. Je suis désolée. Bonsoir. Je suis au son du Festival de Clermont-Ferrand et du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Madame la Ministre, je vous remercie de nous avoir cités dans votre discours. Et je remercie également M. Vallon d'avoir cité d'autres de nos camarades de Festival de cinéma, puisque malheureusement, ils ne seront pas très présents dans le panel des intervenants des ateliers demain, et nous le regrettons. Ma question est simple. Les festivals de cinéma occupent un nombre de lieux pluriels et transversaux, des salles de cinéma d'abord qui ont vécu de plein fouet la crise, des scènes nationales, des médiathèques, ce qui implique des enjeux sanitaires divers et parfois complexes à faire cohabiter. Est-il prévu une harmonisation des protocoles sanitaires pour les festivals et les lieux qu'ils occupent afin de faciliter le travail des équipes et la sécurité de nos publics? Merci. Très bien, alors ça sera les 3 dernières questions, il faut s'arrêter pour faire une petite pause d'un quart d'heure avant que nous puissions redémarrer pour le premier atelier. Oui, alors tout de suite, Laurent Binogé. Très brièvement. Sur la chorégraphie. Sur la chorégraphie, pas spécifiquement, mais pas spécialement, parce que la question de Liliane Chauss concerne les festivals en général, mais je pense que Madame la Ministre a évoqué tout à l'heure, vous avez évoqué le fonds festival, donc 2020, de 10 millions d'euros, et vous avez évoqué également la reconduction de 5 millions d'euros l'année prochaine, donc je pense que c'est posé, et puis la possibilité de continuer à accompagner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les différentes situations. Mais juste brièvement, parce que vous l'avez évoqué également tout à l'heure, la question de la reprise d'activité. Je pense qu'on voit depuis le mois de septembre, en fait, et entre autres dans les centres de développement chorégraphique nationaux et ailleurs, de nombreux festivals de danse qui reprennent, qui se tiennent. Je pense que c'est important de le pointer aujourd'hui, malgré les contextes compliqués. Le festival indispensable à Paris, les rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis reprennent en octobre, le festival Montpellier Danse, avec des formats qui évoluent, qui sont réinventés, mais qui permettent des invitations d'artistes. Donc on a bien conscience de la complexité
pour remettre en œuvre ces manifestations, mais il est possible de reprendre l'activité aujourd'hui et je pense qu'il faut poursuivre cette reprise d'activité. Sophie Zeller, à propos de la question d'Alain Dimin sur les trous, non pas dans la raquette, mais dans le gilet. Alors, dans la maille. On l'a dit à plusieurs reprises, le Festival Avignon, c'est un écosystème avec le Festival IN, les scènes d'Avignon que vous représentez et l'ensemble des théâtres non subventionnés du OFF. Le fonds qui a été mis en place, le fonds d'urgence, doté de 800 000 € par le ministère de la Culture, répond à un besoin qui n'était pas couvert par ailleurs, qui sont les théâtres habituellement non subventionnés du OFF. Mais l'État n'est pas le seul à intervenir, il intervient aux côtés des collectivités locales. Madame le maire l'a indiqué tout à l'heure dans le renforcement des soutiens qu'elle a pu apporter aux acteurs d'Avignon. La région, elle aussi, a été sollicitée et a répondu présente, il me semble. Donc aujourd'hui, sauf erreur majeure, voilà, c'est l'ensemble des partenaires publics qui se mobilisent aux côtés de l'ensemble des acteurs du festival, des festivals d'Avignon presque. L'État ciblant le fonds sur ceux qui ne sont pas soutenus habituellement par les pouvoirs publics et donc l'État non subventionné. Pour la dernière question à propos du festival de cinéma, qui peut répondre sur la question de l'harmonisation? Je sais qu'il n'y a pas de spécialiste de la question du cinéma, mais l'harmonisation des conditions d'accès et de sécurité, c'est cela peut-être Ouais, la difficulté, c'est que la réalité, c'est qu'effectivement, vous avez cité plusieurs types d'équipements culturels, les médiathèques, les salles de cinéma, les salles de spectacle qui obéissent à des règles souvent différentes, et en particulier, c'est vrai qu'une médiathèque, normalement, n'est pas un lieu de spectacle, mais elle peut l'être, elle peut accueillir des formes, et c'est vrai que là, il faut juste savoir quelle est la réglementation qu'on applique. C'est propre des spectacles, on a le même conflit parfois d'application sur les lieux de culte, puisqu'on fait des spectacles, ou en tout cas des concerts dans les lieux de culte, donc il y a toujours la question de savoir quelle est la réglementation qu'on applique. Donc effectivement, on peut essayer de clarifier, en accord avec les autorités préfectorales aussi, de savoir comment on interprète à ce moment-là les différents protocoles qui sont à l'œuvre dans ces différents lieux. Monsieur le préfet au premier rang. Oui. Micro 1. Madame la directrice générale a tout dit, c'est-à-dire que quand le festival a lieu dans un cinéma, la réglementation applicable à la catégorie de RP donnée s'applique. Si d'aventure vous faites une projection dans une médiathèque où on va rentrer dans le jargon un ERP de type L, une salle de réunion, etc., ou de type PA en plein air, ou de type CTS, un chapiteau tente et structure, eh bien on va appliquer la réglementation afférente à cet endroit. Ça me permet de répondre à une question de votre collègue des musiques actuelles tout à l'heure sur la jauge des 30 personnes, la fameuse jauge des 30, qui est issue d'une annonce du ministre de la Santé d'il y a 10 jours. Ce dont on parle dans la jauge des 30, ce sont les événements de nature festive, familiale, amicale ou privatisée. Ce ne sont pas, c'est pas un concert. Un concert de musique actuelle où on respecte les normes applicables, c'est-à-dire la place assise et l'espacement entre les sièges, avec l'application de la logique du groupe, ce qui permet, comme Madame la ministre l'a rappelé, d'avoir des jauges de remplissage de salles pouvant aller jusqu'à 70-75%, sont parfaitement applicables et doivent être appliqués. Et donc là-dessus, moi je vous dis comment, en tant que préfet territorial, j'applique les instructions qui nous sont données par l'administration centrale, et la réponse de mon collègue sur la remontée d'informations si d'aventure vous avez des soucis, n'hésitez pas à le faire. Je sais que dans toutes les préfectures, ou presque aujourd'hui, on a doté d'une petite équipe avec une boîte fonctionnelle, en tout cas c'est comme ça que nous on fonctionne en Vaucluse, où tous les organisateurs d'événements nous écrivent, on travaille avec les collectivités locales, et on étudie dossier par dossier, et il n'y a absolument aucun souci. On doit pouvoir, au contraire, il faut que la vie continue dans des conditions particulières, mais une fois de plus, il faut que la vie continue et que la culture puisse continuer également, parce qu'elle est indispensable à la vie. Merci à tous et à toutes pour cet exercice de forum qui a bien montré qu'il y avait beaucoup de questions à régler, et je crois que Madame la ministre veut avoir le dernier mot. Oui, je veux dire, s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu,
vous me les écrivez sur un petit papier et vous me les donnez et, pendant la pause et on vous apportera une réponse. Voilà, merci à vous. Très bien, merci. Et dans un instant, c'est dans un quart d'heure. Et au premier à côté, dirigé par Emmanuel Négrier, l'évolution du modèle économique du festival.